Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On continue dans la série des vidéos sur lesquelles je vous présente les différents modèles qui me permettent d'orienter certaines de mes décisions. Évidemment, tout de suite, disclaimer, un modèle n'est rien de plus qu'une vue de l'esprit. C'est juste que c'est une vue de l'esprit un peu plus éclairée que de juste y aller au bon sentiment du jour. Donc l'intérêt de ces trucs-là, on en a présenté plusieurs des modèles. Il y en a un ici que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui est le modèle du Hype Cycle de Gartner, qui est assez intéressant puisque je trouve beaucoup de résonance avec les comportements actuellement visibles et beaucoup de résonance avec d'autres modèles dont on a déjà développé pas mal de choses, notamment donc les modèles d'adoption. Donc ce qui est assez intéressant, c'est d'ajouter donc une composante à ces modèles-là qui peuvent tout à fait fonctionner en parallèle. D'ailleurs, il y a énormément de similitudes entre eux, raison pour laquelle j'ai donc collé celui que vous connaissez déjà, donc le modèle d'adoption avec les différentes phases, et comme on l'avait déjà dit en léger rappel, la psychologie de ces différentes phases, et le fait qu'aujourd'hui on se situe plutôt à ce niveau-là, c'est-à-dire à la fin de l'arrivée des early adopters, le prochain cycle devrait voir arriver l'early majority, c'est-à-dire le pic de croissance en termes d'entrée de nouveaux utilisateurs. Après, évidemment, arrive la late majority et carrément ceux qui sont en retard. Mais bref, le prochain cycle, donc est celui dans lequel la croissance devrait être la plus forte en termes de nombre d'utilisateurs qui arrivent par jour, et évidemment bien comprendre que la nature de ces nouveaux arrivants n'est pas du tout la même. Ça, c'est ce qu'on avait déjà vu. Les prochains arrivants, ceux de l'early majority, n'ont pas du tout un profil de prise de risque aigu comme ça pouvait être le cas pour les early adopters. Ils ont plutôt ici un profil à rechercher les actifs les plus sécuritaires, les moins risqués, les technologies qui ont déjà fait preuve de leur fiabilité. Donc ça, c'est ce qu'on connaît déjà. Ce qui est donc intéressant ici, c'est d'y ajouter quelque chose. Et donc la perception, en fait, et il y a certains éléments donc, que j'ai vu ressortir dernièrement et qui sont pour moi donc des biais comportementaux, est totalement en lien avec justement ce mécanisme de Gartner Hype Cycle. Et ça vient surtout en fait de la perception qui peut être totalement erronée de ceux qui faisaient partie des innovateurs et des early adopters particulièrement. Donc si on fait le lien entre ces deux modèles, voilà ce qu'il faut en retenir. Ce qu'il faut en retenir donc, c'est que la hype phase n'est probablement vécue aujourd'hui que par les gens qui ont vécu avant ce qu'on appelle the chasm, c'est-à-dire le moment vraiment où, pour ma part, moi je situerais ça à toutes les personnes qui ont pu s'investir plus ou moins directement dans les cryptos au début 2021 ou plus tard. C'est vraiment la phase d'accélération très rapide qu'on a vue sur le marché crypto. Pour moi, toutes ces personnes qui sont donc avant le chasm ont donc connu le peak of hype qui correspond pour moi évidemment aux attentes complètement irrationnelles qu'on a pu voir au début de ce cycle. Donc ces gens-là ont vécu cette phase de cycle. La phase de 2021, ça monte, ça bouillonne, c'est du grand n'importe quoi. Les mecs achètent des trucs sur du papier. Enfin bref, 2018 faisait pas le figure à côté quant au nombre et à la débilité des différents projets qui pouvaient sortir. Donc ce qui est assez rigolo à ce moment-là, c'est que donc, selon le modèle de Gartner, ce qu'on obtient, c'est donc le pic des expectations, des attentes. Entre guillemets, c'est le moment où clairement on attend une révolution pure et mécanique. Ça, on l'a vu, ça correspond pas mal d'ailleurs avec une autre slide que je vous avais donnée, je vais aller la chercher, qui était celle donc de mon modèle des révolutions. Et donc ces révolutions suivent un principe de distorsion psychologique assez importante dû justement au fait qu'on a un ancien monde qui va lutter et un nouveau monde qui pense avoir pris le contrôle avec justement cette sensation d'euphorie, etc., un déni complet du risque et des excès de confiance assez dramatiques. Vient la phase évidemment donc qu'on connaît aujourd'hui, la phase de désillusion. Donc on voyait que ça fait évidemment parallèle à beaucoup de modèles que j'ai déjà constitués. Donc c'est juste que ici l'apparition graphique, je la trouve très intéressante, c'est la raison pour laquelle on parle de ce modèle de Gartner. Allez, on y revient. Et donc du coup, si vous avez suivi, ça c'est ce qui extrapole le modèle donc de perception psychologique dont on avait parlé. C'est-à-dire que là, clairement, c'est ici que les prises de risque sont complètement folles, les excès de confiance sont extrêmement dramatiques, et vient évidemment donc le problème, le moment où évidemment on obtient le sommet de ces attentes irrationnelles et puis l'effondrement. Le principal truc qu'il faut comprendre ici, c'est donc que cette phase de désillusion obtient effectivement un creux, et il y a bien un moment donné où, après la désillusion, arrive la phase du enlightenment, c'est-à-dire on se
le retour de l'espoir. Mais encore une fois, il s'agit de comprendre que ces cycles évoluent en parallèle d'autres évolutions cycliques, et notamment donc les courbes d'incrément de performance, les S-curves, les fameuses, celles que vous voyez, et les courbes d'adoption, celles qu'on a vues, donc qui correspondent à celles-ci. Donc ce qui est assez rigolo, c'est donc de comprendre que alors que l'espoir devrait revenir, après la désillusion des early adopters et des innovateurs, qui tout simplement se sont laissés emporter par le délire, et ont mangé évidemment très violemment la baisse qu'on a connue, c'est l'état de fait que, normalement, ce marché, étant donné qu'il s'agit quand même d'une révolution technologique, devrait, en toute logique, se reprendre. Dans la phase de développement plus avancée, c'est-à-dire la phase de la vraie courbe accélérante de la S-curve, c'est-à-dire la vraie courbe d'augmentation technologique des performances des réseaux. C'est clairement ça qui nous attend là dans le prochain cycle. C'est ce qu'on a dit, de nouvelles personnes vont arriver, la quantité de ces personnes ne fera qu'augmenter, mais la capacité du réseau va également, elle aussi, augmenter assez radicalement. Ça, effectivement, ça va poser pas mal de problèmes, puisque, effectivement, tous ceux qui ont fait partie de ces innovateurs et de ces early adopters ne retrouveront jamais la sensation de hype qu'ils avaient connue. Et c'est ça qui pourra poser beaucoup de problèmes, particulièrement si vous faites partie de ces gens qui ont connu le pump 2021. Vous allez vouloir retrouver ce niveau d'excitation alors qu'il faut comprendre dès aujourd'hui que ce ne sera jamais le cas, absolument plus jamais le cas. Ne serait-ce que par le fait de comprendre que les nouveaux arrivants n'ont pas du tout la même psychologie que vous et qu'il faut donc faire attention à tous ces biais psychologiques que ça peut créer chez vous. Donc attention, la reprise sera plus lente, mais l'adoption est beaucoup plus large. La création de richesse le sera également, ainsi que la maturité des différentes étapes du réseau. Ici, c'est pas tout à fait parfait, mais c'est le mieux que j'ai pu trouver. J'ai une autre slide à vous montrer. C'est si on se calque sur un modèle de développement d'une entreprise. Alors là, évidemment, on va devoir donc tricher un peu sur certaines des thématiques qui sont abordées, puisque ici, on ne parle pas effectivement d'acheter un produit palpable, mais bien au pire, on va dire, le produit de la blockchain, c'est l'espace de bloc. Donc, si on vend ce truc-là en tant que donc espace de bloc, voilà entre guillemets les étapes de maturité d'une industrie. Donc, de l'industrie blockchain. Bon, on est très bien vu que la phase de développement, ça fait très longtemps qu'elle est passée. La phase de croissance, on est plutôt effectivement dans la fin et on arrive dans la phase de shake-out, c'est-à-dire là où la croissance de maturité du réseau sera la plus rapide, ce qu'on vient de voir par la S-curve, c'est bien ce qui nous attend. Une sélectivité croissante, c'est-à-dire comme on l'a dit, on va aller vers de la spécialisation, en faisant écho à ce qu'on a vu donc dans la vidéo sur les modèles de constitution des cités antiques, où on a dit le développement des différents quartiers va constituer très rapidement une demande de plus en plus sélective. On va aller chercher des secteurs d'activité de plus en plus précis et on va aller chercher des demandes de plus en plus précises. L'offre va se sélectiver, pas sélectiver, mais va être de plus en plus sélective et diverse. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que effectivement, ce qui va se passer principalement, c'est ce dont je vous parle depuis un bon moment, c'est cette fameuse recovery en K, c'est-à-dire qu'on va devoir sortir les plus faibles. Et on ne va pas du tout sur un marché où tout le monde va faire partie du jeu. Il y a effectivement beaucoup de gens qui ne sont montés que par la hype, et évidemment, tous ces projets sont voués à mourir. Et effectivement, il va falloir les sortir. On va donc voir des échecs, que ce soit par des liquidations, des capitulations, ou tout simplement, comme on l'a dit, le fait que la hype n'est plus là et donc ces projets n'arriveront plus à trouver preneur étant donné que les nouveaux arrivants ne sont plus dirigés par la hype mais dirigés par la technologie elle-même et technologie qui a déjà fait ses preuves. Les gens achèteront ce qui marche, pas ce qui est vendu sur le papier. Donc bien faire attention à ça et évidemment donc comprendre qu'on va atteindre ce qu'on appelle le network excess capacity, c'est-à-dire qu'on va avoir une surproduction d'offres par rapport à la demande à un moment donné. C'est ce qui crée effectivement et qui atteint la phase suivante, la maturité du réseau. C'est-à-dire que tout simplement à ce moment-là, les capacités de production sont largement supérieures à la demande. Autrement dit, on va produire de l'espace de bloc à l'infini, surpassant même parfois la demande. À ce moment-là, tout simplement, l'adoption a atteint le mass market, etc. etc. Donc, et clairement, aujourd'hui, en termes de crypto, on est là, on est au choix entre les deux, et on le voit donc, ce modèle d'adoption d'une technologie, bon, ici, on parle plutôt d'un business cycle, bon, on voit très bien que ça s'adapte aux produits qui pourraient être vendus dans ce cas de figure, donc l'espace de bloc de ces technologies blockchain. Donc clairement, voilà, ce qui nous attend ici, ça corrobore encore ce bon vieux et même modèle qui est que là où on en est aujourd'hui, c'est effectivement plutôt par là.
Le sentiment sera très très loin de rejoindre ce qu'on a connu par le passé. La croissance de ce réseau s'élargira de plus en plus. C'est là où normalement la croissance technologique, c'est-à-dire la maturité de la technologie, va être la plus forte dans les prochaines années. L'évolution dans le réseau blockchain va être extrêmement forte de par effectivement l'amélioration des différentes techniques, la diversification des différents besoins et surtout le fait qu'il y a de plus en plus de devs. Donc le fait qu'il y ait de plus en plus de travail fait qu'effectivement la production dans ce secteur devrait probablement être extrêmement améliorée au cours du prochain cycle. Ce qui en est de la phase donc d'adoption, c'est aussi là qu'on devrait atteindre, ou en tout cas se rapprocher de le pic de croissance, c'est-à-dire le moment où la S-curve ici, qui est donc en bleu, la courbe d'adoption, va atteindre son plus haut momentum avant de se ralentir à peu près à ce niveau-là. On atteindra donc à ce moment-là, comme on l'a vu, le fameux plateau de productivité également. D'accord ? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on aura un écosystème crypto beaucoup plus solidifié. À ce stade-là, les winners de demain seront clairement tous identifiés et identifiables sans aucun problème. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Le prochain cycle, voilà les grandes thématiques. On ne retrouvera jamais la hype connue en 2021. Laissez tomber cette idée, surtout si vous l'avez connue. Si vous l'avez vu de par l'extérieur, sachez que ce cycle n'aura pas du tout la même psychologie. Ne vous attendez pas à des explosions to the moon, pump and dump, etc. C'est plutôt de la croissance organique due effectivement à l'amélioration de la croissance du réseau. La capacité du réseau va atteindre ses maximums, c'est-à-dire que même à la majorité, normalement à la maturité de cet aspect technique, on obtiendra même de l'espace de bloc largement supérieur à la demande. Donc il s'agit bien de comprendre que les effets de congestion Ethereum et tout ça qu'on a vu en 2021, c'est du passé. Tout ça, c'est pas du tout ce qui nous attend. Ne répliquez pas les schémas passés. On va pas to the moon, on va monter très très doucement, mais de façon beaucoup plus constante. Donc la volatilité serait normalement amenée à se réduire du fait que les participants n'ont plus de nature purement spéculative comme avant. Pump and dump, ça peut être le cas au début parce que certains gardent encore en mémoire ces cycles de marché, mais encore une fois, la plupart des gens aujourd'hui investissent surtout sur une technologie et cette volatilité sera plutôt amenée à se calmer. Mais comprenez bien, comme on l'a dit, K-shape recovery, tout le monde ne fera pas partie de tout ça. Ceux qui ont été pumpés dans la hype ne se relèveront que très peu. D'accord ? Pour la plupart, ces projets ont déjà connu leur sommet de marché et ne suivront que cette courbe de hype, puisque la seule chose qui les tirera à présent, ce n'est pas la courbe d'adoption et la courbe de performance. La courbe d'adoption va soutenir les bons projets. D'accord ? Ceux qui seront là dans 10 ans vont être soutenus par cette courbe d'adoption et par la nature beaucoup moins spéculative de ces nouveaux arrivants. D'un autre côté, ces réseaux vont connaître une croissance de capacité, de performance très large également. Et l'accumulation de ces deux courbes fait que les bons projets, eux, vont n'avoir aucun mal à refaire des ATH malgré le fait qu'ils aient pu participer à un pic de hype au courant de l'année 2021. D'accord ? Les bons projets subiront la hausse croissante de la performance de ces réseaux ainsi qu'une adoption massive très concentrée sur les bons projets. Les mauvais projets, eux, ne suivront pas ceci, ils ne seront pas à la hauteur des performances qui ont été vendues et l'adoption n'ira pas sur ces mécanismes-là. Ils seront donc liés à la simple hype qui les avait montés, ils vont probablement rebondir un peu, rejeter les moyennes et disparaître. Voilà un peu tout ce que j'avais à vous dire. J'espère en tout cas qu'avec ce graphique, ça illustre de façon un petit peu plus facile à comprendre certaines des thématiques qu'on a déjà pas mal développées. En tout cas, voilà, je voulais vous en parler. Ça fait partie donc des modèles que moi je suis, mais que je trouve très bien illustrés ici. Et du coup, je pense que ce sera beaucoup plus facile à comprendre pour vous. Ceci dit, je vous souhaite une agréable journée. Ciao, ciao!